Imagine qu'un matin, les chantiers du monde entier s'arrêtent. Plus de nouveaux immeubles, plus de routes, plus de ponts. Les usines de verre ralentissent. Les fabricants de puces électroniques commencent à manquer de matières premières. Tout cela à cause d'une ressource que la plupart d'entre nous considèrent comme infinie, le sable. Si je te demande de citer une ressource naturelle en danger de disparition, tu penseras au pétrole, à l'eau douce, aux forêts, mais presque personne ne répondrait le sable. Et pourtant, après l'eau, c'est la ressource naturelle solide la plus consommée sur Terre. Comment une planète recouverte de plages, de rivières et de déserts peut-elle manquer de sable? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Quand on marche sur une plage, on a l'impression que le sable a toujours été là. En réalité, chaque grain raconte une histoire vieille de plusieurs millions d'années. À l'origine, il y avait une montagne. Sous l'action de la pluie, du vent, des rivières et des glaciers, la roche se fracture lentement. Les morceaux deviennent des cailloux, les cailloux deviennent des graviers. Et, après un voyage qui peut durer des centaines de milliers d'années, ils finissent par devenir du sable. Un grain de sable mesure entre 0,0625 et 2 mm. En dessous, c'est de l'argile, au-dessus, c'est du gravier. Mais tous les sables ne se ressemblent pas, et c'est là que commence le vrai problème. Quand on pense au sable, on imagine le Sahara, des milliards de tonnes à perte de vue. Alors pourquoi parle-t-on d'une pénurie? Parce que le sable du désert est presque inutilisable pour construire. Pendant des millénaires, le vent fait rouler les grains les uns contre les autres, ils deviennent parfaitement ronds, leur surface est lisse. Imagine que tu essaies de construire un mur avec des billes de verre. Elles glissent, elles roulent, elles ne tiennent pas. C'est exactement ce qui se passe avec le sable du désert. Le sable utile pour le béton, c'est le sable des rivières, de côtes ou de carrières. Celui dont les grains sont anguleux, rugueux, capables de s'accrocher les uns aux autres. Résultat, les Émirats arabes unis, entourés de déserts à perte de vue, importent le sable depuis l'Australie pour construire leur gratte-ciel. C'est l'un des paradoxes les plus absurdes de notre époque. On peut vivre au milieu d'un océan de sable et pourtant en manquer. Chaque année, l'humanité utilise environ 50 milliards de tonnes de sable et de gravier. Un chiffre tellement énorme qu'il ne signifie presque rien. Alors imaginons-le autrement, c'est environ 6 tonnes par personne sur Terre chaque année. Avec cette quantité, on pourrait construire un mur de 27 mètres de haut et 27 mètres de large, tout autour de la planète, et nous recommençons tous les ans. Le sable est dans les immeubles, les routes, les ponts, les barrages, dans le verre de tes fenêtres, les bouteilles, les fibres optiques qui transportent Internet, et dans les puces électroniques de ton smartphone. Aucun pays n'illustre mieux cette réalité que la Chine. Entre 2011 et 2013, la Chine a utilisé plus de ciment que les États-Unis durant tout le XXe siècle. Derrière ce ciment, des quantités colossales de sable, des villes entières sorties de terre en quelques années, des milliers de kilomètres d'autoroutes, des ponts géants. La Chine n'est pas un cas isolé. L'Inde, l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, partout, les villes grandissent et avec elles, la consommation de sable. Selon les Nations Unies, d'ici 2050, 7 personnes sur 10 vivront en ville. Davantage de logements, davantage d'écoles, davantage de routes, en d'autres termes, davantage de sable et la nature, elle, n'a pas accéléré sa production. Le sable se forme naturellement, alors pourquoi parle-t-on d'une crise? Parce que nous l'extrayons infiniment plus vite que la Terre ne peut en produire. Un grain de sable de rivière peut mettre des centaines de milliers d'années à se former. Nous vidons ces dépôts en quelques décennies. Les premières victimes sont les rivières. Des dragues aspirent les sédiments au fond du cours d'eau. Le lit s'abaisse, les berges deviennent instables, les arbres tombent, les habitats des poissons disparaissent et les fondations des ponts se retrouvent exposées. Dans plusieurs régions d'Asie et d'Afrique, des infrastructures ont dû être renforcées après une extraction excessive de sable. Les plages vivent grâce à un équilibre fragile. Les vagues apportent du sable, puis en emportent une partie. Quand on retire massivement ce sable pour la construction, l'équilibre se brise. La plage recule, parfois de quelques mètres par an, parfois beaucoup plus. Une plage qui disparaît, ce n'est pas seulement une perte touristique, c'est souvent la dernière protection naturelle d'un village face à l'océan. En Indonésie, l'extraction intensive de sable a contribué à la disparition de plusieurs petites îles, des terres autrefois habitées, submergées, rayées de la carte. Le sable paraît banal, mais retiré à très grande échelle, il peut littéralement modifier la carte d'un pays. Le crime organisé s'y intéresse, c'est ce qu'on appelle la mafia du sable. Des dragues qui opèrent de nuit, des camions sans plaques et quittent les rivières avant l'aube, des fonctionnaires corrompus, des journalistes menacés, certains tués. C'est un sujet si vaste que nous lui avons consacré une vidéo entière. Si tu veux en savoir plus sur la mafia du sable, elle est dans la description. Alors que faire? La première solution, utiliser ce que nous avons déjà construit. Lorsqu'un bâtiment est démoli, son béton peut être récupéré, broyé et transformé en nouveau granulat. Cette approche existe déjà, mais elle reste insuffisante. Nous construisons beaucoup plus vite que nous ne recyclons. La deuxième solution vient de l'industrie minière. On peut produire du sable en concassant des roches en carrière. Ces grains sont anguleux, résistants, adaptés au béton. C'est une option sérieuse, mais elle coûte davantage en énergie et en ressources. Pas une solution parfaite, mais une alternative possible. La troisième piste, réduire notre dépendance au béton. Le bois lamellé croisé, la terre crue, les matériaux biosourcés comme le chanvre,
Ces solutions ne remplaceront pas totalement le béton, mais elles peuvent réduire la pression sur le sable. La solution la plus urgente, c'est peut-être la plus simple, mieux contrôler l'extraction. Une rivière peut fournir du sable, mais seulement si l'exploitation respecte ses limites naturelles. Certains pays commencent à surveiller les dragages, à protéger les zones sensibles, à encadrer les exportations. C'est un début, insuffisant encore, mais un début. Le sable est un paradoxe. Il semble banal, on marche dessus, on le voit partout, et pourtant, il a construit nos villes, nos routes, nos technologies, notre monde moderne. Il nous rappelle une leçon que l'histoire nous a déjà enseignée. Une ressource n'a pas besoin d'être rare pour devenir précieuse, elle doit seulement être consommée plus vite qu'elle ne peut être renouvelée. Nous l'avons fait avec certaines forêts, avec certaines réserves d'eau, avec le pétrole. Aujourd'hui, nous le faisons avec le sable. La prochaine fois que tu verras un immeuble, une route ou l'écran de ton téléphone, souviens-toi qu'une partie de cette histoire commence avec un grain de sable, un grain qui a peut-être mis des milliers d'années à arriver jusqu'à toi. Abonne-toi à Mine de Rien.